Business Challenge, le magazine nigérien de l'économie et de l'entreprise. Chers téléspectateurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour ce numéro de Business Challenge. Et ce soir, nous sommes encore en compagnie de KMC. Alors, KMC que nous avons reçu la semaine dernière dans Business Challenge, nous avons enregistré notre émission sur le modèle KMC. Nous revenons pour cette deuxième édition avec KMC, parler du modèle KMC, continuer à expliquer en quoi ce modèle peut-il intéresser des jeunes entrepreneurs ou bien des entrepreneurs plus expérimentés en quête de modèles de comparaison. C'est que les anglo-saxons appellent benchmarking. J'espère que vous tirerez profit de ce benchmarking-là à travers tout ce dont nous allons parler ce soir sur ce plateau de Business Challenge. Donc je reçois Kader Kanei, qui est le directeur exécutif de KMC. Kader, bonsoir. Bonsoir, Seydou. Et deuxième invité, Rabi Danana, qui est chargé de formation et communication à KMC. Rabi, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être sur le plateau de Business Challenge. Donc, la semaine dernière, nous évoquons le modèle KMC avec les différents managers qui sont passés sur notre plateau et nous avons retenu quelque chose d'essentiel. Il s'agit d'une entreprise jeune, dynamique, une entreprise qui veut aussi se particulariser dans ce qu'elle fait. Alors, Rabi qui est avec nous ce soir est en charge du volet communication et formation à KMC et je vais ouvrir le débat avec Rabi. Rabi, je vous poserai la question de savoir une entreprise qui est jeune, parce que nous avons vu vos collaborateurs, l'équipe KMC, 34 ans, le salarié le plus âgé, une équipe fun qui a une vie sociale assez dynamique dans l'entreprise, mais est-ce que pour autant on est en face d'une entreprise véritablement communicante? Aujourd'hui, quels sont les éléments qui peuvent montrer que KMC est vraiment communicante? Je pense qu'ici à Niamey, parmi les cabinets qu'on peut retrouver, KMC est l'un des cabinets les plus communicants. Parce que nous avons une communication interne assez vaste et autant une communication externe. Autant interne qu'externe. Exactement. Donc, à l'externe, nous essayons de communiquer notre train de vie de tous les jours à travers les réseaux sociaux qui sont nos plus grands canaux. Et nous sommes notamment sur Facebook. Vous pouvez retrouver notre page Facebook CLAN. CLAN qui est le Community Local Associate Network. Et à travers cette page, vous pouvez nous suivre sur nos activités internes, ainsi que nos activités internes, sur nos événements, sur ceux qu'on célèbre. Et nous sommes... Facebook, comme outil de communication externe, ce n'est pas nouveau, ça se fait un peu partout dans le monde, mais je vais juste m'interroger sur votre cible. Au Niger, nous avons un taux de pénétration d'Internet qui avoisine aujourd'hui, je pense, les 4%. Et une bonne partie des Nigériens n'ont pas accès à Internet, malheureusement. Alors, est-ce que, en choisissant les réseaux sociaux comme un canal important pour la communication externe, est-ce que vous êtes sûr de toucher une bonne partie de votre cible qui devrait être des entrepreneurs qui forcément ne sont pas toujours sur les réseaux sociaux? Je serais contrainte de vous contredire parce que aujourd'hui les réseaux sociaux sont de plus en plus utilisés par la jeunesse nigérienne et nous sommes un cabinet jeune. Et à travers cela, les jeunes d'aujourd'hui qui font leurs études, il n'y a pas de jeunes étudiants qui n'ont pas accès à Internet. Ne serait-ce des étudiants qui étudient ici à Niamey ou à l'extérieur, ils sont tous câblés sur les réseaux sociaux. Nous sommes sur Facebook, nous sommes aussi sur Google+, nous sommes sur Twitter et ce sont des réseaux sociaux que tout le monde utilise aujourd'hui. Ok, alors Ravi, aide-moi à comprendre bien. Les jeunes, bien évidemment, sont les internautes les plus actifs au Niger. Mais pour un cabinet, parce qu'on va parler plus tard de vos références, vous avez des références qui sont des B2B, des entreprises, des projets de développement,
des ONG internationales, ainsi de suite. Est-ce que, en choisissant Facebook, vous attendez quand même à retrouver cette cible-là sur Facebook? Bon, sur Facebook, d'ailleurs, on sait qui voit votre page. Aujourd'hui, la page KMC, elle est vue plutôt par qui? La page KMC, bon, les gens qui vont sur Facebook ne vont pas nous retrouver en tapant KMC facilement. Ils vont nous retrouver en tapant clan. Clan. Et nous ne nous en faisons pas parce que justement nous avons une communication assez expansive et à travers nos connaissances et le bouche à oreille, on essaie d'atteindre le maximum de personnes. Par exemple, dans une entreprise, il y a plusieurs personnes qui ont des comptes Facebook, qui ont aussi des amis sur leur page Facebook. Ils essaient de contacter leurs connaissances et à travers cela, on se fait connaître. Et bon, peut-être que c'est ici au Niger que Facebook n'est pas autant utilisé, mais à l'extérieur, Facebook c'est vraiment quelque chose, c'est un canal de communication très important. Et toutes les grandes sociétés, aujourd'hui vous pouvez prendre les plus grandes sociétés au monde, vous prenez par exemple Google ou bien je ne sais pas, beaucoup d'autres sociétés, beaucoup de réseaux sociaux, mais je pense que Facebook est l'un des réseaux sociaux les plus, à travers lequel vous pouvez facilement vous faire connaître. Oui. Alors justement, on peut toujours continuer à savoir, sur le plan de la communication externe, en dehors de Facebook, effectivement, qui est un choix de jeunes, ça reflète l'esprit de votre cabinet, je le retrouve. Mais qu'est-ce que vous faites d'autre en matière de communication externe? En matière de communication externe, je pense que l'image déjà c'est quelque chose qui parle beaucoup. Le bouche à oreille est très important. Aujourd'hui, beaucoup de gens nous appellent les Men in Black de minuit. Les Men in Black de minuit, parce qu'ils disent que c'est le seul endroit où on peut trouver des jeunes sortir habillés en costume, cravate, à minuit et qui sortent de travail. Donc ça déjà, nous avons une certaine politique de communication à travers l'image que nous transmettons aux autres. Le simple fait, à travers notre habillement, à travers notre manière de nous comporter, à travers notre manière de parler, déjà nous transmettons un certain message aux autres personnes. Et ça c'est très important, le bouche à oreille. Le bouche à oreille c'est une manière de communiquer, c'est l'une des manières de communiquer. Alors à KMC, vous êtes 40 personnes, 40 jeunes qui ont l'air très soudés. Est-ce que toi, dans ton rôle de communicatrice, tu te soucies de savoir si chacun de ces 40 collaborateurs est ambassadeur pour la communication du cabinet? Oui, nous avons des outils de communication interne. Nous communiquons entre nous à travers l'intranet et à travers cela, on essaie de s'échanger certains messages pour savoir de temps à autre, est-ce que réellement chacun se soucie de l'image du cabinet. Et je pense que c'est quelque chose de totalement naturel. Une fois intégré, une fois qu'on intègre le cabinet, on apprend à vivre comme les gens du cabinet. On devient un membre de famille du cabinet et on sait comment se comporter pour être un modèle KMC. Et à travers ce modèle KMC, chacun, tant qu'il intègre ce modèle KMC, il envoie l'image naturelle d'un membre de KMC. Et moi, je pense que tous ces collaborateurs, aussi nombreux qu'on soit, nous avons intégré un certain modèle KMC pour diffuser l'image qu'on aimerait diffuser de nous-mêmes. Okay. Alors, pour finir sur cet aspect-là, je reviendrai sur la communication externe parce que je me rends compte quand même qu'on a parlé que d'un seul outil, Facebook, mais en dehors de Facebook, est-ce qu'il y a d'autres outils de communication externe qui utilisent KMC? Bon, le bouche à oreille, tu m'as parlé du bouche à oreille, mais au-delà de ça, est-ce que KMC aujourd'hui a une véritable stratégie de communication en tant que cabinet qui est présent depuis 20 ans, qui s'est réformé? Est-ce que KMC a une véritable stratégie de communication à travers laquelle il espère se différencier? Comme je l'avais dit tantôt, nous avons utilisé d'autres réseaux sociaux comme Twitter, Google+, mais au-delà de tout ça, KMC est un cabinet qui se considère comme une famille. Et à travers cela, nous n'hésitons pas à célébrer tout ce qui doit se célébrer. Et donc,
de cette même manière, nous célébrons naissance, mariage, promotion et voilà. Et si vous allez sur notre page Facebook par exemple, vous retrouverez plusieurs publications sur des naissances, sur des mariages, sur des promotions. Et l'une des toutes dernières publications qu'on a faites par exemple, c'était un award qu'on a gagné. Un award, c'est un prix, ok. Voilà, qui concernait Kader, notre associé exécutif. C'était dans le AIP, le International Account Bulletin. Okay. Il a été sélectionné comme le meilleur jeune expert comptable au monde. Donc ça, par exemple, c'est quelque chose que nous célébrons. Alors, meilleur jeune expert comptable au monde, Kader est là. Je pense que dans la prochaine phase, quand je vais lui poser la question, je vais lui demander comment cela s'est passé. Alors, Ravi, j'espère que ce que tu viens de nous dire, on va peut-être arrêter là par rapport à la communication interne et externe au KMC. Et ce que je retiens, et je pense qu'il pourrait être utile à nos téléspectateurs, c'est aussi de choisir ses outils de communication en fonction de ses ambitions en tant qu'entreprise, en fonction de son positionnement. Vous êtes sur les réseaux sociaux parce que vous estimez que vous êtes une entreprise jeune qui doit aller sur des modèles de communication innovants. Et le modèle aussi de fêter en entreprise, d'avoir une vie interne dans une entreprise qui est dynamique, qui fête et qui célèbre les succès et qui aussi s'interroge sur les défis. Ça aussi c'est important et je pense que c'est ce que nous pouvons retenir de ce que Ravi vient de nous dire. Ravi, merci beaucoup. Nous allons continuer la suite du plateau avec Kader Kanei, directeur exécutif de KMC. Alors Kader, nous reviendrons sur le modèle KMC. Nous en avons parlé la semaine dernière. Ce modèle KMC, qui est d'abord un business familial, donc géré par des professionnels, c'est ce que tu me dis, parce que je rappelle pour nos téléspectateurs, KMC était une entreprise, un cabinet au départ fondé par la famille Kanei exclusivement, et qui aujourd'hui reste majoritaire encore, mais avec un tour de table qui a changé, de nouveaux actionnaires qui sont arrivés. Donc l'esprit familial reste dans l'ADN du cabinet, mais avec une vision professionnelle. C'est ça, ce que tu me disais. Nous avons parlé de la croissance du cabinet. Peut-être commençons par là. Le cabinet KMC a connu une croissance, et j'ai noté dans vos documents un événement qui me paraît assez intéressant. C'est-à-dire qu'à partir de 2011, notre cabinet s'est retrouvé avec une masse salariale qui a doublé, avec un effectif constant. Alors, Kader, explique-moi davantage pour commencer ce qui s'est passé exactement. Parce que votre masse salariale, c'est-à-dire que les gens se sont retrouvés avec des salaires qui peut-être qui ont doublé, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais l'effectif, entre-temps, n'a pas beaucoup évolué. Oui, alors, merci Seydou. Je vais t'expliquer cette partie, mais elle s'inscrit vraiment dans une dynamique globale qui est le modèle KMC. Donc, je ne sais pas ce qui est plus pertinent de commencer par le modèle et de... Non, je commence peut-être par ce point-là qui m'intrigue moi personnellement. Okay. Et je donc, pense que... en fait, un certain nombre d'éléments, c'était la troisième étape de notre modèle et on l'avait atteinte assez vite. En début de chaque saison, une saison c'est une année, mais qui a des mois différents, qui commencent pour nous en septembre et qui finit en août. En début de chaque saison, on se retire du cabinet pour aller dans un endroit extérieur avec tous les collaborateurs et on dit voilà, dans 10 ans il faut qu'on soit ici. Pour qu'on soit ici dans 10 ans. Planifier. Voilà. Non, on a déjà fait la réflexion avec les managers, on communique maintenant à tout le monde. Dans 10 ans, il faut qu'on arrive ici. Si on veut arriver ici dans 10 ans, dans 5 ans, il faut qu'on soit là. Et pour qu'on soit là dans 5 ans, voici la quote-part de cette année-là. Et voilà ce que chacun doit faire pour qu'on puisse y arriver. Et si on y arrive, voilà ce que chacun va avoir, année par année. D'accord ? Ça, c'est la première... Ça, c'est la démarche de base. C'est la démarche de base. Donc, à l'occasion de l'année où la masse salariale a doublé notamment, on a fait ça. Et on a expliqué que cette année-là, si les objectifs sont atteints, tout le monde aura une augmentation, non pas de l'augmentation classique qui est ridicule, entre 5 et 10%, mais on a dit qu'on irait dans quelque chose comme 33% et voilà, on va faire beaucoup, quoi.
Et on a bien expliqué les objectifs et on a commencé à travailler très très dur. Et vraiment, Allah nous a très bénis en nous donnant la chance d'avoir atteint nos objectifs avant le premier semestre. On avait déjà dépassé et le carnet de commandes était plein. On voyait le pipeline jusqu'à la fin de l'année, comment ça se présentait. Donc, au lieu d'attendre la fin de l'année pour tenir les promesses, j'avais juste refait toutes les simulations et notre structure des charges le permettait. Donc, à cette époque-là, du jour au lendemain, tout le monde s'est retrouvé quasiment avec le double de son salaire et certains ont eu plus que ça. Et il y a eu beaucoup plus de choses. Par exemple, on a installé le free lunch à l'époque. Avant, les Alors, le repas free étaient- lunch, c'est le déjeuner gratuit Ouais. qui s'offrait Ouais. chaque matin dans le cabinet. Oui, avant c'était subventionné, je pense quelque chose comme 50% que le cabinet payait et tu payais le reste. Et Alors, le fonds social aussi, parce que la semaine dernière, on me parlait du fonds social qui participe à ça aussi. non, en fait, le fonds social gère ça. Le fait est que le fonds social, les collaborateurs cotisent, ils font leur retenue sur leur salaire, de grosses retenues, hein, de l'ordre de 10%, je pense, sur le salaire, et qu'ils mettent dans une grosse cagnotte, et ils sont très riches, et ils gèrent ça comme ils veulent. Maintenant, nous, le cabinet, on a décidé que quel que soit le montant qu'ils vont avoir, nous, on va mettre la même chose. Donc, si le fonds social du cabinet arrive à gérer 50 millions, nous, on va leur mettre 50 autres millions. S'ils vont à 100, on leur mettra Alors, 100. je fais juste une synthèse par rapport à ce que tu me dis là, peut-être pour me permettre. Finalement, je me rends compte, en fait, la base du modèle KMC, c'est d'avoir juste imaginé votre entreprise en disant que si nous devons gagner de l'argent, nous devons gagner ensemble Et dépenser ensemble. et dépenser Et ensemble. quand ça ne va pas, on doit souffrir ensemble. Ok. Et ça, tout le monde l'a intégré. Totalement. Ok. L'esprit est extraordinaire. Je peux vous donner des exemples qui vont faire réfléchir n'importe qui. À certains moments, nous avons eu des tensions naturelles de trésorerie qui apparaissent dans l'activité de notre cabinet. Il se trouvait qu'à ce moment-là, notre fonds social était extrêmement liquide, cash. Ok. Et il y a eu des Alors, dans la moments... trésorerie de l'entreprise, il y avait des tensions, il n'y a Il y, pas avait beaucoup il y d'argent. avait beaucoup d'argent, on pouvait aller demander à notre banque Mhm. de nous accompagner juste la période que les clients nous renflouent les caisses. Oui. Mais le fonds social était disponible. Le fonds social a dit, vous avez rencontré le président du fonds social, il a dit, pourquoi aller dehors quand Chercher. on peut régler les choses entre nous. Et ils ont pris en charge tout ce qui avait besoin d'être pris en charge jusqu'à ce que le cabinet se réstabilise et les rembourse dans une transparence totale et une, tu vois ce qu'on appelle au Niger, tu vois, ça reste sous la couverture, en famille. En fait, tout simplement. finalement, c'est-à-dire que c'est les collaborateurs qui viennent à la rescousse de la trésorerie de l'entreprise. Parce qu'on en avait besoin. Maintenant, de l'autre côté, il faut pas perdre de vue. Par exemple, chaque année, les collaborateurs vont faire le tour d'un pays à leur choix, mais un pays raisonnable. Même s'ils disent qu'ils vont aller en Australie, je pense que ce ne sera pas possible. Mais ils sont déjà allés au Burkina Faso, ils sont déjà allés au Ghana, à Accra, et cette année, ils veulent aller à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Et ça, c'est aux frais de la reine. C'est le cabinet qui paye à 100% leur... Alors, leur- juste pour aller un peu dans le détail, je pense que, honnêtement, cette émission, nous la faisons parce que nous estimons que ce dont nous parlons peut inspirer beaucoup d'autres entreprises. Et Totalement. beaucoup d'autres, peut-être, peuvent voir aussi qu'ils ont un modèle meilleur que le vôtre et qui peuvent nous le proposer. Absolument. Et ça c'est extrêmement important. Mais il faut aussi lier cette politique à la nature de votre métier. Le métier d'audit est un métier extrêmement exigeant dans lequel je pense que le fait qu'il y ait des collaborateurs fidèles, motivés, engagés est extrêmement important. Sinon, on dégage du secteur en fait. Est-ce que ce n'est pas aussi très lié à votre métier? Est-ce que les autres cabinets sur d'autres horizons ne font pas à peu près la même chose? Jamais. Jamais. En fait, justement, en toute modestie, je pense, notre modèle reste inédit. Je donne juste un exemple. Pendant mon séjour où il allait aux États-Unis, dans mon université, j'ai commencé à discuter du modèle en l'expliquant à notre prof qui est de Harvard. Et il a dit arrête, stop. Tu le fais en classe devant tout le monde. J'ai besoin que tout le monde voit ça. Et il a fait venir des gens de l'université. Il voit que ce modèle est impressionnant. Oui. Et quand j'ai fini d'expliquer le modèle, il m'a dit ça c'est exactement ce que je veux voir. Quelque chose d'inédit. Et il expliquait aux gens que sous des tropiques, en Afrique, au fin fond du monde, il y a des gens qui arrivent à créer et adapter à leur contexte culturel quelque chose. Parce que je suis très inspiré de Google pour ça. Mais Google, c'est du high-tech
c'est du IT qui vend de la pub et qui génère des milliards en dollars. Ce n'est pas un cabinet. Et en fait, ce modèle, on n'a pas besoin de ça pour réussir son cabinet, la vérité. Il y a des cabinets au Niger qui sont plus grands que nous, qui font plus d'argent, et peut-être même pour lesquels les salariés sont mieux payés, j'en sais rien, et qui ne sont pas du tout comme ça, qui sont dans l'approche classique, tu viens de 8h à 18h, tu prends ton salaire, tu t'en vas. Mais après, où est la famille, où est la communauté, où est l'impact qu'on fait sur le pays? Nous avons fait un pari plus grand de servir une cause qui est plus grande que nos petites personnes. C'est vraiment ce qu'on essaie de faire, et pour ça, le modèle KMC a besoin d'aller plus loin que ce qui est nécessaire pour réussir la gestion d'un cabinet. Alors, justement, je peux revenir aussi sur un point lié au modèle. C'est-à-dire, ce modèle-là, c'est un modèle bâti par des hommes et des femmes. Et dans votre cas, c'est un cabinet qui a opté d'avoir une jeunesse comme collaborateur. Le salarié le plus âgé de votre cabinet a 34 ans. L'âge moyen est de 28 ans. Et de 28 ans, et le plus âgé a 34 ans. Oui, le plus âgé a 34 ans. Est-ce que c'est vraiment un choix véritablement délibéré? Je vais dire, aujourd'hui, est-ce que vous avez assumé de faire une discrimination à l'entrée? Si quelqu'un a 40 ans ou 50 ans et qu'il postule à KMC, est-ce que le fait que KMC se positionne comme un cabinet de jeunes animés par des jeunes serait une raison pour dire, bon, écoutez, nous, votre âge est un handicap pour nous? Mais non, nous ne pouvons jamais aller dans ce genre d'extrême. La réalité des choses est beaucoup plus subtile que ça. En vérité, c'est quoi cette réalité? Nous avons mis en place un système de gestion, en fait, notre politique sociale, la life in the cave, comme on l'appelle, la vie à KMC. On a l'habitude de dire entre nous, ça n'engage que nous. On dit here, this place is the best place to be. Okay. Donc, le meilleur endroit pour travailler pour nous, c'est ici. On explique pourquoi. On dit qu'il n'y a pas vraiment d'heures de travail. Elle a parlé de les MMB, là, les Midnight Men in Black. Franchement, vous passez dimanche à 18h ici, vous avez une probabilité de l'ordre de 60 à 80% de trouver que le parking est à moitié rempli. Parce que les gars sont là en train de bosser. Donc, nous, on n'a pas d'heure. Tu viens, tu commences, tu ne sais pas quand est-ce que tu finis. Tu peux finir à 19h dans des cas miraculeux, comme tu peux finir à 23h dans des cas normaux ou à 1h du matin dans des cas exceptionnels. Et ce n'est pas rare qu'on fasse des nuits blanches. Moi, le premier, je pense que au moins 2 à 3 fois par mois, je passe des nuits blanches juste sur les dossiers du cabinet. Ça, c'est la vie comme ça. Maintenant, on te dit d'autre part, nous, on célèbre tout. Nos vies sont mélangées. Comme Rabi a commencé à en parler tout à l'heure, si quelque chose se passe, on célèbre ça tout de suite. On a un tableau qu'on appelle les 10+. Tout client qui, sur une mission, pas sur le total, mais si sur une mission on facture plus de 10 millions, il a le droit d'être dans le tableau. Alors, prime de folie, il y a dans toutes les entreprises souvent des politiques de motivation qu'on trouve et basées sur la rémunération. Tu viens de me dire que dans votre démarche, vous êtes arrivé à faire doubler les salaires, et je l'ai lu dans vos documents. En 2011, ça s'est passé. Alors, ces primes-là, ça peut aller jusqu'à quoi? Jusqu'à 100% du salaire annuel? Je ne sais pas moi. C'est quoi? Ok, juste avant de répondre à cette question, je tenais à... Alors, la discrimination du monsieur de 50 ans, comme j'ai dit, elle n'est pas réelle. Quand le monsieur est candidat ou la dame, on lui explique voilà comment on vit. Pouvez-vous vous intégrer dans une vie comme ça? Et de fait, je pense, la personne ne veut pas. Mais il nous a été... On a souvent eu des stagiaires, des tantis, des tontons qui sont venus faire un petit stage avec qui on a aménagé des horaires. Mais le cadre ici, tu vois, c'est comme si tu as 50 ans, on t'envoie à l'université avec des gens qui viennent d'avoir le bac. Je ne sais pas si tu vois... Et si la personne est raisonnable, elle se dit, bon, je ne peux pas vraiment suivre... Oui, je ne peux pas suivre le rythme, ça c'est des machines. On nous appelle toujours aller des dans le même sens. Est-ce que, dans le modèle KMC, il vous est arrivé d'avoir des erreurs de recrutement? Parce que là, bon, on parle de stagiaires, mais je vais dire, dans toutes les entreprises, ça peut arriver. Totalement. Tu recrutes quelqu'un, tu te rends compte que, bah, écoute, c'était une erreur. Ah oui, non, mais là, alors ça nous arrive... Quoi? Un tiers des cas on se trompe. Okay. Mais il ne faut pas... Ça aussi, alors quand vous faites avec le recul, vous vous rendez compte que... Oui, quand c'est une entreprise qui apprend, on est vraiment dans une approche totalement itérative. Ce n'est pas qu'au niveau du recrutement, au niveau des décisions que je prends, je pense que la moitié des décisions que je prends sont des mauvaises décisions.
Et ça, je suis gentil avec moi-même. En fait, ça peut aller beaucoup plus que ça. Sur des cas, sur des périodes spécifiques. Mais le fait est que je ne suis pas seul. En général, j'ai une armée, un état-major, mais vraiment redoutable. Des gars d'une brillance phénoménale qui sont là et qui ne mettent pas de gants. Ils te disent, hey, écoute, tu ne peux pas me mettre dans le mur. Hein. Il y a quoi, je sais pas, il y a la semaine dernière, mon bras droit m'a dit, on va te virer. Le fameux Dirkab. Hein? Oui, il m'a dit, on va te virer. Je dis, pourquoi? Il dit, non, parce qu'on ne te sent pas trop dans les affaires. Qu'est-ce qui se passe? Tu as des problèmes? Et puis je regarde comme ça, c'est à moi que tu parles comme ça. Il dit, mais alors, on a ce genre de relation. Parce que moi aussi, je lui dis, je vais le virer tant qu'il fait son truc. Donc chacun est là pour dans ça. Dans ce genre de relation, c'est vrai que c'est sympa tous les jours, mais ça peut être aussi extrêmement difficile lorsqu'il faut prendre une décision difficile. Par exemple, je prends l'exemple de ce Dirkab. Si un jour ça peut arriver dans la vie professionnelle, c'est normal, il déconne. Écoute, non, mais ça, je fais ça tout le temps. Alors, tu gères comment? Je fais ça tout le temps. Non, alors c'est clair. Tu sais, on a ce qu'on appelle à KMC des 7 rules, les 7 règles. On a fixé 7 règles que c'est notre ADN, comme ça, on appelle ça comme ça. Vraiment, on fait tout ce qu'on veut. En fait, il n'y a pas de contrainte, mais le travail, c'est la seule chose. Le travail, pour nous, c'est une religion ici. Comme l'islam a dit, l'honneur du musulman, c'est qu'il travaille. Nous sommes un cabinet qui puisons nos valeurs dans l'islam, on ne va pas chercher ailleurs. Tout ce qu'on dit dans les codes de déontologie, les manuels de management, on a retrouvé ça dans l'islam, donc on a décidé de rester dans l'islam. Donc, ce travail-là, pour nous, il a valeur de religion et d'indication du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vraiment, chacun sait ce qu'il a à faire. Et en déconne, on fait tout. Maintenant, si dans ce que tu as à faire... C'est dans le cadre de règles du jeu établi. C'est quoi cette règle-là? Alors, les 7 règles, je ne vais pas te les dire maintenant parce qu'il y en a qui touchent notre intimité. Mais... Alors, celles qui ne sont pas très intimes, est-ce qu'on peut savoir? Parce que quand même, si on offre le plateau de Business Challenge, c'est de l'espoir que ça va servir à notre public. Alors, ce que je peux promettre à ton public est que tout celui qui a besoin de nos 7 règles, il peut venir prendre une copie personnelle pour son usage personnel. Ça ne me gêne pas, en KMC. Maintenant, je pense que je vais te dire la règle numéro 1 et ça va te donner une idée du genre de tout. La règle numéro 1, c'est que nous sommes une communauté. Nous vivons ensemble et nous mourrons ensemble. Tout acte que tu poses doit être fait dans l'intérêt général. Et toute chose que tu feras hors de l'intérêt général te positionne automatiquement dans une zone où tu te mets sous forme de recadrage. Si tu fais l'objet d'un recadrage et que tu ne reviens pas sur le droit chemin, tu devrais être prêt à supporter des conséquences ultérieures. Ça, par exemple, c'est notre règle. Ça veut dire que quand tu rentres à KMC, il n'y a plus d'intérêt personnel. Tu n'es pas là pour t'enrichir, tu n'es pas là pour être le plus malin, tu n'es pas là pour faire. Tu es là pour aider cette communauté à être meilleure et cette communauté est là pour changer ce pays. Notre ambition n'est pas plus faible que ça. Alors, Kader, pour être très clair, c'est ce qu'on ne dit pas souvent sur un plateau. Je me sens un peu bluffé. Bon, si je ne savais pas que tu gères un cabinet qui marche, que tu as été expert comptable et que tu es expert comptable tout jeune, tu es un jeune brillant, franchement, j'allais me dire c'est trop beau pour être vrai. Nous sommes dans un environnement où souvent on a tendance à être pessimiste, à croire que nos entreprises ne valent rien, à croire que les travailleurs nigériens ne sont pas dans cet état d'esprit de s'inscrire dans une certaines performances, dans une certaine culture entrepreneuriale. Pourtant, les jeunes que j'ai vus dans votre cabinet sont tous des Nigériens. D'où cette exception. En tout cas, ce que j'ai vu, la grosse partie. Alors, cette exception, parce que ça me semble être quelque chose d'assez exceptionnel. Je n'ai pas la prétention de connaître l'ensemble de notre environnement entrepreneurial, mais je ne vois pas ça autour de moi tous les jours. Ça vient d'où, à ton avis, cette exception-là? Est-ce que ça vient d'une démarche pédagogique implantée dans les cabinets? Est-ce que ça vient du modèle de recrutement? Est-ce que ça vient de... tu dis que vous vous inspirez de l'islam, de la baraka, je ne sais pas moi, mais ça vient d'où exactement? Je vais te la dire, la réussite vient de 2 choses particulièrement. D'abord, elle vient d'Allah, parce qu'il a décidé de nous donner cette chance-là de faire ce qu'on fait. Et ensuite, c'est aussi parce que quand cette chance s'est présentée, nous avons décidé vraiment de la faire de manière structurée. Je dirais qu'il y a 3 secrets dans l'approche KMC. Le premier secret, c'est la vision. Nous avons établi une vision tellement phénoménale
qu'au début, quand on l'a présenté, tout le monde a pensé que ces gens sont fous. Les gens ont eu l'habitude de dire que nous sommes un jardin d'enfants. Qui a élaboré cette vision? Il y avait un artisan quand même à la base, mais il n'était pas seul, quoi. Bon, franchement, je pense que j'y ai joué un très grand rôle. Mais encore une fois, j'étais pas seul. J'avais beaucoup d'amis et j'avais les ZAC, Lawal et autres qui ont vraiment mis leur input. Les managers que nous avons vus la semaine dernière. Oui, on n'a jamais rien fait. Ici, personne n'a jamais rien fait lui seul. Et en fait, on est arrivé à un niveau maintenant où on peut virer qui que ce soit. Il faut que je te dise les 3 points, parce que sinon, ça n'a pas de sens pour moi. La première chose, c'est la vision. Une vision phénoménale, une vision d'une ambition exagérée et que sincèrement, aujourd'hui, on a vu que plus on rêve grand, plus on va au-dessus des nuages. On a dépassé la vision, alors qu'au début, la vision, c'était la folie. Ensuite, le deuxième chose, c'est le hard working. Comme on a dit, des travailleurs durs. Mais vraiment, les gens travaillent très dur ici. Quand ils viennent le matin, ils n'ont pas l'intention de retourner. C'est pas que... Ils se plaignent même pas. C'est pas qu'ils se plaignent pas de travailler ou qu'ils se... Les gars adorent travailler, tu vois. Nous, on est des... Parce qu'ils gagnent bien leur vie. Parce qu'il faut faire... Non, il faut dire la vérité. Moi, sincèrement, je pense qu'ils méritent de gagner plus que ce qu'ils gagnent. Franchement, si je pouvais faire quelque chose, j'allais faire que ce qu'ils gagnent aujourd'hui soit bien mieux que ça. Et que je puisse... J'ai l'habitude de dire aux gens, franchement, et ça c'est mon engagement envers moi-même. Le jour où je serai satisfait de leur rémunération, c'est le jour où quand tu vas signer, je te dis, tu signes ton contrat, tu vas à la CFAO, tu choisis la couleur. Ok, mais ça va être ou bien on va dire tu vas à la Nigériane de l'automobile, tu choisis la couleur, mais ça va être une Mercedes E-Class. Donc dès que tu signes à KMC, à l'entrée ta Mercedes, tu vas juste choisir la couleur, le concessionnaire nous enverra la facture. Ça, je veux le faire pour un petit jeune qui sort de l'école, qui est brillant, qui a réussi à entrer à KMC. Tu signes, ça fait partie de ta vie. Ou bien tu signes et tu as ton mortgage qui est fait. Alors, nous allons ouvrir une partie. Non, c'est nous, s'il te plaît. Le hard working et troisièmement, le système de valeur. Tu dois craindre. Crains, si tu es croyant, crains ton Dieu. Si tu ne crois en rien, crois au bien au moins. Fais du bien. Fais du bien dans ta vie. Si tu es quelqu'un de bien, que tu travailles dur et que tu rêves comme un malade, je pense que déjà, où que tu sois, nous on te considère comme un ADN KMC. On dit que KMC, c'est la famille de tous ceux qui rêvent d'excellence. Voilà, je suis désolé d'avoir... Oui, mais écoute, c'est intéressant ce que tu dis. KMC, c'est la famille de ceux qui rêvent d'excellence, mais j'aimerais aussi que tu puisses m'expliquer un certain nombre de choses que je lis dans les documents KMC. Parce que si on dit que KMC est un modèle de succès, je pense aussi, il ne faut pas qu'on occulte qu'il y a eu aussi dans le cheminement de ces cabinets des partenariats et des alliances qui ont été tissées. Ce n'était pas... Parce que je vis KMC, même en tant que cabinet des droits nigériens, a quand même dans son actionnariat d'autres experts qui sont venus d'autres cabinets, comme par exemple un qui est venu de Mazar. Oui, je pense que vous avez eu vous avez des liens avec Mazar. Non, on n'a pas de lien avec Mazar. Vous n'en avez pas eu dans le passé? C'est des amis, Ok. Mais, si on en a eu dans le passé, c'était voilà, nos amis. Justement, j'ai lu ça dans vos documents et j'ai même lu dans un de vos documents que vous réalisez certaines missions avec d'autres cabinets. Est-ce que c'est pas aussi cette intelligence de savoir au moins que dans la vie d'une entreprise, il faut savoir choisir ses alliés, choisir ses partenaires pour se développer? C'est peut-être aussi ce qui explique la réussite du modèle KMC. C'est une partie des raisons. Il faut dire que maintenant, on ne parle plus Mazar, on parle HLB. Ok? Parce que Mazar aujourd'hui, on est dans une relation de best friends. HLB, on est dans... Vous êtes des bons amis maintenant. On est de très bons amis, meilleurs amis. Alors, et HLB, on est dans une relation d'alliance, de fiançailles. Une parenthèse. HLB, Mazar, je sais qu'au niveau international, il y a un classement des cabinets. Ils font partie des top combien eux? Ok. Dans le monde, il y a ce qu'on appelle les Big Four et puis les autres, d'accord? Dans les autres, il y a mid-tier, etc. Donc, les Big Four, c'est Deloitte, PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young et KPMG. Dans les quatre, on n'est pas... C'est les quatre premiers cabinets au monde et ils ont des représentants ici au Niger avec qui ils travaillent bien, avec qui nous on
on est confrères sur le marché et qui font des choses que nous ne savons pas faire et qui font des choses pas mal. Maintenant, nous, on est à côté quand même parallèle, qui crée un nouveau modèle. Maintenant, dans le mid-tier, il y a, dans le classement de mid-tier, dans le top 10, vous avez HLB. HLB est dans le top 10 des cabinets du monde. Mazars est un peu plus fond dans le classement. Je pense qu'ils sont en 30 et 50. Okay. Donc, mais dans tous les cas, si votre nom est déjà dans le classement pour qu'on vous cite, c'est très bien. Par exemple, Mazars dans le monde francophone, c'est un excellent cabinet. Dans le monde globalement, c'est un cabinet moins connu que... C'est un cabinet moyen. Moyen, voilà. Comme HLB est un cabinet moyen. Maintenant... Alors, HLB est le partenaire aujourd'hui de KMC. Voilà. Et HLB est un cabinet qui a une stature internationale. Totalement. Ça? Ok. Bon. Explique-nous comment est-ce que ces liens-là contribuent au succès du modèle KMC. Ah, ça, c'est une très belle histoire que je vais te raconter. Si on veut parler de success story à la nigérienne, celle-là peut rentrer dans les annales. Qu'est-ce qui s'est passé? HLB, ils ont des clients dans le monde entier et l'Afrique a commencé aujourd'hui à devenir l'endroit où il faut être. Ok? Tout le monde veut investir en Afrique. Et HLB n'ayant pas de présence en Afrique francophone, notamment, ils sont présents dans l'Afrique anglo-saxonne, a voulu avoir des bureaux de représentation dans les différents pays francophones d'Afrique. Donc, ils ont entrepris de faire une démarche qui consiste à choisir un cabinet dans chaque pays. À sélectionner un cabinet. Un cabinet pour avoir un représentant dans chaque pays. Au titre du Niger, ils nous ont contactés, ils sont venus, ils ont fait leur contrôle qualité, ils ont revu nos dossiers, ils sont allés au fond, ils ont voulu rencontrer. Est-ce qu'ils vous ont contacté tout seul ou ils ont contacté d'autres au Niger? Je pense qu'au Niger, ils n'ont contacté que nous. Okay. Ils n'ont contacté que nous au Niger. Mais certainement qu'ils étaient prêts à contacter d'autres pour peu que ça n'avance pas avec nous. Mais dans chaque pays, ils ont eu peut-être un ou deux selon ceux qu'ils ont ciblés, quoi. Et alors voilà, ils ont fini leur contrôle qualité et ils ont dit, en fait, ils ont une échelle de notation de 1 à 5. Ok? 1, ça veut dire que tu es tellement nul que quand tu es dans le réseau, ils vont te chasser et quand ils veulent te prendre en 1, ils ne te prendront pas. 2, ils te prennent, mais ils envoient une équipe de Londres ou des États-Unis qui va rester 1 an avec toi pour t'apprendre à travailler. 3, ils vont venir, mais seulement pour 6 mois. 4, tu as des problèmes. Ils vont t'aider à régler. Oui, ils vont t'aider à régler à distance, mais ça va, tu es au nord. Et 5, tu es top. Par exemple, pour HLB au niveau mondial, je pense qu'il n'y a que les bureaux, quelques bureaux aux États-Unis, les bureaux d'Allemagne et de Danemark qui ont 5. Sinon, tous les autres bureaux des 154 pays sont 4 ou moins. Okay? Donc, ils ont fait leur contrôle et en Afrique, dans les pays où ils sont allés, ils s'attendaient à avoir des 2. Ils se préparaient déjà à envoyer une équipe pour 1 an, tout ça là. Ils sont venus à KMC, ils ont fini, et ils ont envoyé un mail, ils ont dit conf quoi. Ils ont appelé, ils ont dit bon voilà, hey, est-ce que vous pensez que vous pouvez nous gérer toute l'Afrique francophone? Je dis quoi? Alors initialement ils voulaient Niger. Ok. Je dis mais pourquoi? Parce que ça c'est. Ils disent non parce qu'on voit déjà que vous travaillez beaucoup sur toute la zone. Je dis non, je travaille beaucoup sur l'Afrique de l'Ouest, mais quand on regarde l'Afrique centrale, on est allé quelquefois au Congo, quelquefois au Tchad, quelquefois au Cameroun, et on ne peut pas dire qu'on connaît. Est-ce que tu as vraiment dit non? Parce que là, c'est une opportunité. Ah non, non, j'ai dit non. Ah non, mais nous, on ne fait pas ce genre de choses. Si tu fais ça, c'est-à-dire si tu ne sais pas et que tu dis ouais, je sais, ça va te retomber dessus tout de suite, tu vas te décrédibiliser. Mais si par exemple, je savais qu'on avait le potentiel actuellement de le faire, je vais dire actuellement, je ne peux pas, mais je pense que si on nous accompagne, on peut. Mais là, le fait est que j'ai fait que quelques missions dans ces différents pays et pour moi, on n'avait pas une connaissance suffisante pour dire qu'on est les boss du pays. Donc, j'ai dit, Afrique de l'Ouest, à mon avis, oui, sans problème, mais Afrique centrale, francophone, avec des pays comme le Congo, attends, c'est un continent le Congo. J'ai dit non, ça c'est, je peux pas. Et donc, ils ont dit, alright, that's fine. Ils ont dit bon. Et puis, je leur ai demandé pourquoi. Parce que dans tous les autres pays, tous les cabinets à qui ils ont fait le contrôle qualité étaient autour de 1 ou 2. Et là, ils ont dit, nous, KMC, on était à 4. Vous étiez à 4. Comme le bureau de France ou le bureau du Portugal, le bureau de n'importe. Et ils ont dit, bon, un cabinet comme ça. Et donc, l'histoire est née comme ça. L'histoire est née comme ça. Et ça fait combien de temps maintenant que ça dure? Ça fait 2 ans maintenant. Ça fait 2 ans. Oui, et dans les 2 ans, franchement, on a réalisé des choses. Est-ce que ça vous a permis de doubler votre chiffre d'affaires? Ah non, pas du tout, pas du tout. On continue encore ce qui ça nous permet, ça nous a ouvert sur le monde. Okay. Par exemple, le EAB, le International Accounting Bulletin, qui est le plus grand magazine d'expertise comptable au monde, qui ne parle que des très grands cabinets,
IAB a fait un article sur. Ok. Abordons maintenant un aspect de ce modèle KMC, puisque nous sommes presque au terme de notre émission, de notre échange. Alors, j'aimerais savoir, aujourd'hui, KMC, quels sont en fait, véritablement les défis auxquels vous faites face et comment vous envisagez l'avenir? Très bien. Ok, alors je dirais que nos défis, en fait, ils sont nombreux et multiples, mais je vais parler de 3 principaux dans cette myriade. Je pense que le premier défi est de maintenir la qualité de la ressource humaine. Comment attirer les meilleurs talents au cabinet, les maintenir, les faire grandir et les faire réaliser leur plein potentiel pour nous amener à l'étape suivante. Parce qu'il faut dire la chose, KMC n'est qu'une aventure humaine qui a cette dynamique et cette chance d'avoir rencontré le succès. Donc ça, c'est un vrai défi pour nous. Le deuxième défi, c'est au niveau de notre profession. Nous sommes une profession jeune qui est en train d'apprendre à se structurer au Niger et qui est largement qu'est-ce qui est jeune comme profession? La profession d'expert comptable. C'est-à-dire que... Il y a combien d'experts comptables au Niger aujourd'hui? Je pense une quinzaine. Oui, une quinzaine, mais l'ordre globalement, nous sommes une quarantaine parce que nous avons des confrères comptables agréés. Mais quand on prend le tout ensemble, même en rajoutant les illégaux qui font, et que j'invite à aller à l'ordre quand même pour se régulariser, c'est pas normal. Si on met tout ensemble, c'est encore trop faible. J'aimerais juste peut-être qu'on fasse une parenthèse. 15 experts comptables pour un pays de 17 millions d'habitants. C'est ça que j'en veux. Comparé à d'autres pays. Prenons des exemples d'autres pays. Par exemple, quand on prend l'ordre du Burkina Faso, est-ce que tu sais c'est combien? Je pense qu'au Burkina, ils doivent être une cinquantaine. Une cinquantaine. J'en sais rien. Ouais. Ça fait au moins 3 fois. Oui, et tu vas au Sénégal, tu vas dans les pays intéressants. Le Sénégal, 12 millions d'habitants, une économie intéressante quand même. Mais avec une centaine d'experts comptables. Alors, le cas le plus miraculeux, c'est le Bénin à côté, où ils ont dépassé la centaine également. Okay. Mais bon, c'est pas plus le nombre... On fera peut-être une émission sur ça. Mais c'est pas plus le nombre d'habitants que l'état de l'économie. Mais par rapport à l'économie du Niger, je trouve qu'il y a trop peu d'experts comptables. Donc, il faut que beaucoup de gens viennent pour être des experts comptables. Je parle de la démographie parce que je prends aussi l'ensemble des jeunes qui partent à l'école. Qu'est-ce qui fait que nos jeunes ils ne vont pas dans un métier aussi extraordinaire? Venez, parce que non seulement il y a de la place, mais en plus c'est un métier intellectuellement et humainement enrichissant. J'avais fait une émission, juste pour ajouter dans la parenthèse, avec les avocats, et j'apprends qu'au Niger, il y a juste une centaine d'avocats, je pense que c'est 102 ou 119. En tout cas, ça n'atteint pas 150. Ça n'atteint pas 150 avocats dans l'ensemble de ce pays. Si bien que dans certaines régions du pays, quand vous avez un litige, vous ne pouvez jamais avoir un avocat. Alors, c'est juste une parenthèse. Voilà, donc ça, c'est notre deuxième challenge. C'est que la profession dans laquelle on évolue est trop immature et n'attire pas assez. Et vraiment, les gens ont l'impression que l'expertise comptable est fermée, et c'est totalement le contraire. C'est très facile d'être expert comptable, franchement. Les gens qui disent c'est compliqué, je pense qu'ils donnent une image qui n'est pas très réelle. C'est pas compliqué, c'est facile d'être expert comptable, je pense que tu le sais. Et ensuite, comment je vais dire, le troisième challenge, c'est le fait que le Niger a ce complexe d'infériorité face à l'étranger qui est phénoménal. On voit des marchés passer au Niger pour lesquels, franchement, nous avons plus que la compétence nécessaire et que les Nigériens vont faire appel à des compétences au Burkina, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, alors que ces mêmes gars, souvent on a étudié ensemble, on les a écrasés. Et qu'aujourd'hui, eux-mêmes, ils viennent. Moi, j'ai des amis qui viennent apprendre de voir que vous n'êtes pas sur le nombre de fois où un confrère du Mali ou du Sénégal m'appelle pour dire Kader, je veux soumissionner parce que votre institution, organisme de tel et tel nous a shortlisté et je ne peux le faire qu'avec toi parce que j'ai ni les références ni les compétences, mais je rigole quoi. Je me dis, ouais, t'es mon ami, je t'accompagne. Mais alors, et ça, c'est du jamais vu. Pour nous, on fait le tour de toute l'Afrique de l'Ouest. Tout le monde a cette fierté, cet orgueil de maintenir ses activités avec son compatriote. Mais quand même, le Niger est le seul problème. J'ai vu les références de KMC, il y a quand même un certain nombre de références nationales. On a des références internationales, pas parce que. Alors, la CCA n'est pas nationale. La CCA, la cellule crise alimentaire. Ah non, tu parles de ça? Oui. Ah non, mais bien sûr. Non, mais on est naturellement très présent au Niger.
on a plus d'activités dehors qu'au Niger, mais on est très présent dans tous les fleurons de l'économie nationale. On est là. Mais cela dit, le nombre de marchés encore à ce jour pour lesquels on fait appel à des étrangers, alors que les compétences locales sont là. Et quand je dis ça, en fait, je ne parlais pas que de KMC, mais je parle de la dizaine de cabinets nigériens qui sont aujourd'hui des cabinets respectés sur le plan de la qualité, même si ce n'est pas les meilleurs. Alors ça fera peut-être l'objet de notre débat, parce que donc, le Business Challenge est une émission pérenne qui s'intéresse à cette question. Alors, tu me parlais des perspectives. Donc maintenant, les perspectives, c'est très simple. Aujourd'hui, alhamdoulilah, on a réussi à bien couvrir le Niger, on a réussi à bien couvrir nos missions en Afrique de l'Ouest. Nous sommes en train d'aller dans notre prochaine étape de l'implantation. Zach, qui est le manager conseil que vous avez vu, il a ouvert en septembre passé le premier bureau KMC dans la sous-région en Côte d'Ivoire. Là où elle est en train de travailler depuis un an à ouvrir. Là où on l'a vu aussi la semaine dernière. C'est le deuxième manager, c'est le manager audit. Ils sont de même niveau, c'est les deux directeurs en fait. Ils sont membres du comité exécutif. Et donc lui, il travaille depuis un an à ouvrir le bureau du Burkina et il est presque dans sa phase finale. Je pense qu'il réussira avant la fin de l'année. Moi-même, Kader, je suis en train de travailler à l'ouverture du bureau du Sénégal et surtout le bureau du Niger. Alors ça, c'est KMC qui va avec son partenaire ou bien c'est KMC tout seul? C'est KMC tout seul. C'est KMC tout seul. Bien sûr, c'est KMC tout seul. Mais bien sûr, où qu'on soit notre partenaire, tant qu'il aura des missions et qu'il aura besoin, il s'appuiera sur nous. Mais aujourd'hui, avant la fin de l'année... Je voulais clarifier cet aspect parce que c'est important. Parce que moi, je trouve que c'est une fierté nationale que nos entreprises puissent s'exporter. Habituellement, ce complexe-là, on l'a vécu pendant longtemps, tu le disais tout à l'heure, on a toujours tendance à recevoir de l'expertise qui vient de l'extérieur, alors qu'on a de l'expertise à les vendre aussi. Et c'est pour cela que je voulais savoir exactement. Non, tu as parfaitement raison. C'est vraiment une démarche totalement KMC. Et aujourd'hui, Inch'Allah, priez pour nous pour que ça arrive. Avant la fin de l'année, on devrait pouvoir avoir KMC au Niger, qui est le centre névralgique, ensuite KMC en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Burkina et surtout au Nigeria. Le Nigeria est quelque chose d'unique pour nous. Et si tout se passe bien... Alors, Nigeria anglophone, alors, comment se fera l'implantation de KMC? Bon, quand bien même que tu me disais dans une de nos discussions que KMC est très anglo-saxon. On est très anglo-saxon quand même. Je pense que nous on dit qu'on est américain, tu vois, mais c'est vraiment dans notre tête. On rêve grand, on dit qu'il n'y a pas de limite dans la vie, il faut faire tout ce qui est possible. Et Allah nous a montré que tant que tu ne mets pas de limite, tu peux aller plus loin que ce dont tu as rêvé. Alors, donc c'est ça. On va finir sur un autre point, Kader, qui me paraît intéressant. Depuis que j'ai découvert KMC, parce que j'ai découvert KMC à travers un de tes managers, mais à travers toi aussi, c'est trouvé très fascinant. On va parler peut-être maintenant de toi. Et alors, jeune expert comptable, déjà, tu es inscrit dans quel ordre? Alors, je suis inscrit dans deux ordres. L'ordre ici au Niger et l'ordre en France. Mais je suis en train d'arrêter mon inscription en France pour être juste inscrit au Niger. Ok. Alors, même là, parmi la quinzaine d'experts comptables, j'imagine que tu es le plus jeune. Ou bien je suis encore le plus jeune et je suis le vice-président de l'ordre. Tu es le vice-président de l'ordre. Ça veut dire que tu as pu te faire une place avec les experts comptables. Est-ce que quand on est jeune, je pense les autres ne sont pas forcément que des jeunes, je ne connais pas tous les experts comptables, mais j'imagine que la plupart sont d'un certain âge. Oui, ils sont de l'âge de mes parents, mais il faut dire que franchement, contrairement à ce qu'on dit, ils ont joué le jeu, quoi. Par exemple, dans l'ordre, en dehors du président, qui est de la première génération des experts comptables, tous les membres du bureau sont des jeunes. Et quand je dis jeunes, c'est des gars des jeunes un peu plus âgés que toi. Ouais, bon, 40, 45. Mais tu vois, mais c'est la deuxième génération d'experts comptables. Donc, ils n'ont pas verrouillé les postes pour se caler là-bas. Aujourd'hui, l'ordre, c'est la jeunesse qui l'a. Oui, et je pense que le président même, il est juste resté parce qu'il faut bien que dans leur génération, un d'entre eux puisse montrer la voie à une bande de youngsters qui arrivent avec de grandes ambitions, mais qui peut-être n'ont pas l'expérience ni la vision, quoi. Alors, paradoxalement, je viens de l'apprendre, celle-là, tu es vice-président de l'ordre, mais l'ordre ne communique pas au Niger, je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce qui fait que on connaît pas l'ordre? Parce que même pour aller vers la profession, il faut connaître les gens de la profession. Non, bon, alors ce que je vais faire, je vais balancer la patate chaude au président. Et je vais te donner son contact et puis peut-être on va l'inviter pour une émission sur l'ordre. Il faut qu'on fasse. Et il va peut-être justifier ça. Mais l'ordre a traversé des périodes très difficiles. Ce n'est que l'année passée.
Alors d'abord, il y a eu une première génération qui s'est sacrifiée pour maintenir une maison en lambeaux au prix de leur temps, de leur argent et de leur propre énergie. Puis maintenant, quand nous les jeunes, on a pu finalement arriver, et franchement, contrairement à ce qu'on dit, on n'a eu aucun problème à rejoindre l'ordre. Ils n'ont pas du tout essayé de nous empêcher de nous inscrire comme ça peut se faire dans d'autres professions. Donc nous nous sommes inscrits et nous sommes devenus majoritaires et puis nous avons demandé certaines réformes et ils se sont retirés et nous ont laissé les jeunes. Puis il y a le président qui est resté, comme j'ai dit, pour accompagner la jeunesse et aujourd'hui c'est lui qui dirige le mouvement. C'est qui le président? Le président, c'est Noutaï. Noutaï, ok. Un expert comptable notable, bien connu. Okay. Alors, nous sommes au terme de l'émission, mais j'aimerais quand même finir par ce point-là, Kader. Quand on t'écoute, tu as l'air très brillant, tu as l'air très sûr de toi, très confiant, beau parleur même. Et il ne faut pas dire des choses comme ça. Ben, je vais le dire. Je vais dire que tu es un très bon communicant. Ça, c'est plus intéressant. Bon, peut-être c'est moi. Je préfère la deuxième version. C'est ça que tu préfères. Bon, je voulais être familier avec. Non, je sais. Mais justement, toi, même quand tu vois, quand même, tu es un manager qui gère une équipe de 40 personnes. Aujourd'hui, par rapport à quoi tu te ressources? Comment tu essaies de t'analyser, de voir tes forces et tes faiblesses et de voir comment piloter l'entreprise à la tête de laquelle tu es? Honnêtement, ma plus grande chance, je pense, est d'avoir eu cet homme-là qui a été mon père et qui, je vais dire, qui m'a créé. Il m'a éduqué avec une vision particulière. Il n'a pas laissé un seul détail au hasard. Et il a fait tout ça dans le cadre de l'islam. Et aujourd'hui, mon référentiel principal, c'est l'islam. Je dis, chaque soir quand je dors, je me demande qu'est-ce que j'ai fait de bien. C'est ton modèle? C'est ton modèle? Pour moi, mon plus grand modèle, c'est Omar ibn al-Khattab. Et mon père, c'est mon meilleur ami au monde, en fait. Okay. C'est celui avec qui je partage tout. Alors, bien sûr, il faut pas, parce qu'il y a des gens qui regardent l'émission, il ne faut pas créer des problèmes. Il y a un équipage dans ma vie qui est constitué d'une navigatrice, Nami, qui est constitué d'un docteur Zoro. J'ai vraiment des amis autour de moi, de Trafalgar, des gens comme ça qui sont là. Mais même quand je faiblis, eux, ils sont là et ils me soutiennent par derrière et personne ne peut voir ça. L'islam est la plus grande chance, je pense, que j'ai pu avoir. Et c'est justement Sayyidina Omar ibn al-Khattab qui dit chaque soir, quand tu vas dormir, juge-toi avant d'être jugé. Et tu le fais? Pas chaque soir, mais je pense que je le fais plus de soirs que je le fais pas. Okay. Est-ce que tu n'as pas le sentiment, ou bien est-ce qu'on a coutume de te dire que tu as l'air d'être plus mature que ton âge? Oui, on me dit ça souvent. Ça te choque? Non, ça me flatte en fait. Ça te flatte? Non, parce que tu vois, au début, j'ai pris le cabinet à 25 ans, tout le monde disait un enfant. Donc après, quand je communique, aujourd'hui j'ai 30 ans, mais quand je communique et qu'on me dit que tu es mature, souvent quelqu'un me dit que ton âge mental c'est 40 ans. Franchement, ça me fait plaisir. Au moins, tu vois, le fait qu'on ne te prenne pas au sérieux parce que tu es un enfant, etc. Mais justement, moi j'allais en venir à ça parce qu'il y a un certain complexe dans le métier de l'expertise de manière générale. Moi je me souviens, un monsieur me disait, vous savez, quand on veut un expert comptable, les gens prendront plus au sérieux quelqu'un avec les cheveux blancs. Quand on veut un super informaticien, on prendrait un jeune comme toi. Ce complexe-là, tu le vis comment? Quand tu vas chez un client qui, en tant qu'expert comptable cadet et qui voit un jeune homme qui vient, ça je pense que oui, ça m'arrive souvent. En général, surtout avec mes meilleurs clients. Aujourd'hui, un de mes plus grands clients que je respecte le plus, c'est Asusu, la microfinance, que tu devrais inviter également. Donc, je travaille beaucoup avec eux et souvent, les échanges que j'ai avec leur management, ils m'expliquent qu'au début, quand j'étais venu, tu vois, j'étais tout jeune comme ça. Mais après, quand je règle leurs problèmes, quand je travaille, le sérieux fait oublier. Voilà. La qualité de ce que tu livres fait oublier. Maintenant, dans la salle, quand quelqu'un te connaît, il te voit comme celui-là de 40 ans, mais les autres qui ne te connaissent pas, qui n'ont jamais entendu, n'ont pas vu ton travail, il peut se poser la question, c'est vraiment lui le commissaire au compte, cet enfant-là ou quelque chose. Mais bon, ça marche, franchement. Et chaque fois que j'arrive à les convaincre par mon travail, je suis content. Je me dis, bon, au moins,
ils ont oublié que j'étais un enfant. Ouais. Et et surtout maintenant que j'ai 30 ans, j'ai eu 30 ans récemment, là, mais maintenant, même autour de moi, je dis aux gens, je suis attention. Maintenant, je sors mon âge. Tu es un adulte majeur. Maintenant, je suis fier de mon âge et je n'ai pas peur de dire que je ne suis En tout cas, ça m'a fait un grand plaisir d'avoir fait cette émission. Moi Et aussi. notre objectif, moi je l'ai dit dès le départ, j'étais séduit par le modèle, j'étais séduit par tout ce qui m'a été raconté sur l'histoire de KMC et j'ai voulu le vérifier par moi-même, le partager avec mes téléspectateurs. Et je pense que ceux qui nous ont suivis, peut-être chacun va juger de lui-même, chacun va essayer de tirer la substance de ce modèle-là. Si il y a d'autres modèles qui réussissent mieux, d'autres modèles qui sont pires, nous sommes en tout cas preneurs à Business Challenge, nous pouvons discuter, échanger, partager. Je pense que le partage du savoir, le partage de l'information, c'est la chose qui me paraît, moi à mes yeux, la chose la plus noble. Alors, juste pour finir par une anecdote, Kader me disait qu'être expert comptable, ce n'est pas compliqué. Il a invité la jeunesse nigérienne à venir vers ce métier. Je vous inviterai aussi, et je le dirai parce que moi, j'étais sur le chemin d'être expert comptable. Ouais. J'ai refusé de le faire parce que je me sentais une autre vocation, c'est celle d'être journaliste. Merci et à bientôt. Kader, merci beaucoup. Merci à toi et je voudrais demander à tes téléspectateurs, comme nous sommes vraiment dans une phase critique pour notre développement, tout celui qui peut avoir une pensée positive ou une prière à la mosquée ou ailleurs, prier pour KMC pour que on puisse continuer comme ça et qu'Allah nous protège davantage. Donc, merci à tous. Bon vent. Merci. J'espère que ça continuera à marcher comme ça marche aujourd'hui et beaucoup plus aussi pour KMC, pour l'ensemble de la communauté dans laquelle vous êtes. Et pour Business Challenge, qui est aussi une entreprise, une production indépendante, une entreprise qui rêve un jour aussi d'être un modèle comme KMC, sinon meilleur que KMC. Voilà. En tout cas, sur ce, chers téléspectateurs, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur une autre thématique. Bonsoir. Vie d'incubateur en partenariat avec le Centre incubateur des petites et moyennes entreprises SIPMEN. Entendez par des soft, ingénierie informatique soft. Donc nous intervenons dans le domaine éthique de façon générale, mais plus précisément dans quelques domaines parce que l'éthique là c'est vaste. Donc nous intervenons dans le développement des applications, donc des logiciels de gestion pour nos clients, pour nos clients et ceux qui sont intéressés par nos produits. Donc et aussi nous intervenons dans le graphisme. Donc nous faisons de l'infographie, tout ce qui est conception graphique, tout ça on fait. Nous faisons aussi de la formation, de la conception des sites web, tout ça là nous faisons. Donc nous avons un terrain un peu large donc, dans lequel nous intervenons. Parmi les applications que nous avons développées, on peut citer par exemple les applications de transfert d'argent. Tout le monde a une fois utilisé un service à Riza ou bien Béni parfois. Nous sommes les auteurs de ces applications-là. Ici, nous sommes auteurs des applications comme eHash. Nous sommes de la sous-région aussi. Nous avons des clients au Mali et aussi au Burkina. Donc, avec nos applications, ils ont pris connaissance des applications, ils étaient intéressés, on est parti développer. Pour votre information, on avait mis en place un site web qui s'appelle Karatou.com. Karatou, c'est une plateforme qui regroupe, c'est une plateforme éducative sur laquelle vous pouvez trouver je pense qu'on appelle ça des documents éducatifs comme des devoirs, des examens que nous numérisons, nous mettons en ligne. Donc ça c'est pour aider nos frères et sœurs qui sont en terminale, qui sont au lycée, au collège, tout ça là. Donc n'hésitez pas à visiter ce site là, vous allez trouver beaucoup de documents très intéressants et aussi d'autres informations comme l'actualité sur l'école, l'actualité sur les intiques, tout ça là vous allez trouver. Donc, Vie d'incubateur en partenariat avec le Centre incubateur des petites et moyennes entreprises SIPMEN.
Business Challenge, le magazine nigérien de l'économie et de l'entreprise.